et à tous. Bienvenue dans cette salle pour des échanges, des conférences pendant ce festival Terravant. Je vais rapidement vous présenter ces conférenciers, leur thème, et puis ensuite on parlera, et puis il pourra y avoir ensuite quelques échanges. Donc en mars 2019, plus de 140 associations ont appelé à la fameuse marche du siècle pour le climat. Le 16 mars, une manifestation dans l'urgence d'un mouvement national et international a pu être organisée sur notre territoire. Un collectif citoyen a été mis sur pied, que l'on a baptisé l'affaire du siècle ici. Vous voyez les badges, l'affaire du siècle ici. Avec l'action, on a ressenti un besoin urgent de continuer nos réflexions. Alors notre objectif, c'est de contribuer à l'émergence d'une forte dynamique locale pour réinventer notre territoire vers une transition écologique juste et bénéfique pour chacun. Nous souhaitons rassembler le plus largement possible, sans nous limiter à une approche partisane ou idéologique, car les défis climatiques, écologiques nous concernent tous et auront inévitablement un impact sur nos vies. Aujourd'hui, nous proposons donc 3 micro-conférences sur le thème du climat, pour partager notre prise de conscience de l'urgence et notre envie d'agir. Voilà. Dans un premier temps, Guy interviendra pour un sujet dit l'humanité en péril. Tentons de mesurer la gravité climatique et écologique en cours et l'urgence à réagir. Ensuite interviendra Gaël, qui débattra sur le soyons le changement, pour changer nos modes de vie, individuellement et collectivement. Puis Laure, intitulé Embarquons nos institutions. Comment pouvons-nous peser dans les choix politiques et que les choix puissent être à hauteur de nos enjeux? Voilà, nos interventions seront volontairement un peu courtes, limitées environ une quinzaine de minutes. Elles ne vont pas vous donner une information exhaustive, c'est sûr. Notre objectif, c'est de vous donner envie d'aller plus loin, de vous informer et de forger votre propre point de vue. Si après vous posez des questions, on essaiera de répondre, mais on vous invite ensuite, après ces conférences, de nous rejoindre sur le site du festival, auprès de notre espace, où on pourra échanger tout un chacun avec les intervenants, et on vous offrira le peu d'amitié si vous le restez. Voilà. Donc, à intervenir pour le premier sujet de cette conférence. Choc, une partie de voilà le livre de Fred Vargas, l'humanité. C'est un choc. Ça a été paru en mai 2019. D'accord. Et il a été en écho immédiat pour moi, un choc de conscience des questions venues à ce moment-là. Et pour moi, et peut-être d'autres aussi. Qu'est-ce qui a provoqué ce déclic, cette déflagration? Voilà. Je ne sais pas, c'est une conjonction peut-être de phénomènes, à l'émission de Nicolas Hulot, le refus des lycéennes d'aller à l'école parce que leur avenir est en danger, la prise de parole de milliers de scientifiques du monde entier, ou la pétition de 80G dans laquelle notre collectif a pris le sillon. Je rappelle que ces 80G, l'automne dernier, a fait une pétition en ligne qui a recueilli plus de 2 millions de personnes. Et pourquoi? Pour quelle raison? Pour obliger l'État à respecter ses engagements pris au niveau de la COP 21. Et voilà. Et maintenant, nous en sommes à traîner notre propre État en justice. C'est aussi un choc de voir que l'action de citoyen aboutisse à ça, à ce que obliger l'État français à respecter ses propres engagements. Donc, c'est devenu comme une évidence pour nous.
c'est l'affaire du siècle. Et depuis, toutes les nouvelles enregistrées, je reviendrai tout à l'heure sur quelques-unes, nous font confirmer cette condition. Donc pour chacun, pour nous tous, il est urgent et vital d'en faire notre affaire. Pour moi en particulier, donc, je ne suis ni un élu politique, ni un expert, ni un spécialiste. Donc c'est une affaire parce que c'est une affaire d'individus et de citoyens. Et c'est justement à l'individu et aux citoyens que Fred Vargas s'adresse. Elle-même étant engagée en tant qu'écrivain. Donc, ça me paraît curieux. Fred Vargas est connu surtout pour ses romans policiers, bien sûr. C'est une écrivaine qui a publié, un éditorial en date du 7 novembre 2008. D'accord? Et ce qui a été lu à la COP, la Convention cadre des Nations Unies. Voilà, elle reprend ce texte en début du livre et nous invite. Je vous propose qu'on entende maintenant une lecture et j'ai demandé à Jacques s'il voulait bien faire cette lecture de ce texte qui date de 2008. Et je reprendrai la parole après. Nous y voilà, nous y sommes. Depuis 50 ans que cette tourmente menace dans les hauts fourneaux de l'incurie de l'humanité, nous y sommes. Dans le mur, au bord du gouffre, comme seul l'homme sait le faire avec brio, qui ne perçoit la réalité que lorsqu'elle lui fait mal. Telle notre bonne vieille cigale à qui nous prêtons nos qualités d'insouciance. Nous avons chanté, dansé. Quand je dis nous, entendons un quart de l'humanité, tandis que le reste était à la peine. Nous avons construit la vie meilleure, nous avons jeté nos pesticides à l'eau, nos fumées dans l'air, nous avons conduit 3 voitures, nous avons vidé les mines, nous avons mangé des fraises du bout du monde, nous avons voyagé en tous sens, nous avons éclairé les nuits, nous avons chaussé les tennis qui clignotent quand on marche, nous avons grossi, nous avons mouillé le désert, acidifié la pluie, créé des clones. Franchement, on peut dire que c'est bien amusé. On a réussi des trucs carrément épatants, très difficiles, comme faire fondre la banquise, glisser des bestioles génétiquement modifiées sous la terre, déplacer le Gulf Stream, détruire un tiers des espèces vivantes, faire péter la tôle, enfoncer des déchets radioactifs dans le sol, ni vu ni connu. Franchement, c'est marrant. Franchement, mais on aimerait bien continuer, tant il va de soi qu'il est plus rigolo de sauter dans un avion avec des tennis lumineuses que de vider des pommes de terre. Certes. Mais nous y sommes, à la 3e révolution, qui a ceci de très différent des 2 premières, la révolution néolithique et la révolution industrielle, pour mémoire, qu'on ne l'a pas choisie. On est obligé de la faire, la 3e révolution? Demanderont quelques esprits réticents et chagrins. Oui. On n'a pas le choix. Elle a déjà commencé, elle ne nous a pas demandé notre avis. C'est la mère nature qui l'a décidé, après nous avoir aimablement laissé jouer avec elle depuis des décennies. La mère nature, épuisée, souillée, exsangue, nous ferme les robinets. De pétrole, de gaz, d'uranium, d'air, d'eau. Son ultimatum est clair et sans pitié. Sauvez-moi ou crevez avec moi. À l'exception des fourmis et des araignées qui nous survivront, car très résistantes et d'ailleurs peu portées sur la lance. Sauvez-moi ou crevez avec moi. Évidemment, dit comme ça, on comprend qu'on n'a pas le choix, on s'exécute illico, et même si on a le temps, on s'excuse, affolé et honteux. D'aucuns, un vain rêveur, tentent d'obtenir un délai, de s'amuser encore avec la croissance, peine perdue. Il y a du boulot, plus que l'humanité n'en eut jamais. Nettoyer le ciel, laver l'eau, décrasser la terre,
abandonner sa voiture, figer le nucléaire, ramasser les ours blancs, éteindre en partant, veiller à la paix, contenir l'avidité, trouver des fraises à côté de chez soi, ne pas sortir la nuit pour les cueillir toutes, en laisser aux voisins, relancer la marine à voile, laisser le charbon là où il est. Attention, ne nous laissons pas tenter, laissons ce charbon tranquille. Récupérer le crottin, pisser dans les champs. Pour le phosphore, on a tout pris dans les mines. On s'est quand même très mal. S'efforcer, réfléchir même, et sans vouloir offenser avec un terme tombé en désuétude, être solidaire avec le voisin, avec l'Europe, avec le monde. Colossal programme que celui de la troisième révolution. Pas d'échappatoire, allons-y. Encore qu'il faut noter que récupérer du crottin et tous ceux qui l'ont fait ça est une activité foncièrement satisfaisante, qui n'empêchera rien de danser le soir venu, ce n'est pas incompatible. À condition que la paix soit là, à condition que nous contenions le retour de la barbarie, une autre des grandes spécialités de l'homme, la plus aboutie peut-être. À ce prix, nous réussirons la troisième révolution. À ce prix, nous danserons, autrement sans doute, mais nous danserons encore. Vargas, difficile de reprendre derrière. Mais Fred Vargas n'est pas qu'un écrivain, c'est une scientifique. Elle a fait aussi une classe, elle est une spécialiste de l'archéologie. On rentre dans les détails, c'est plus compliqué, elle publie des travaux. Puis dans ce livre, elle se donnait comme tâche d'aller simplement rechercher les informations scientifiques fiables qu'on trouve gratuitement sur Internet. Elle croyait qu'une semaine de travail suffirait. Mais non, elle s'est affrontée à une tâche colossale qui était extraire, articuler, synthétiser cette masse incroyable d'informations et de domaines de connaissances. C'est inimaginable et de fiable et de scientifique. Et pour elle, il s'est agi surtout de rendre lisible pour tous les données dans leur complexité. On n'entendait pas compliqué. Complexité, ça vient du mot complexus, qui veut dire tisser ensemble. C'est-à-dire de faire le lien entre les choses. Voilà. Donc, pas de scoop, pas de révélation extraordinaire, un travail de facilitation. Et pourtant, on apprend beaucoup de choses. En tout cas, j'ai appris beaucoup de choses. Voilà. La première, peut-être la plus importante, en octobre 2018, rappelez-vous, le GIEC, c'est le groupement le groupement d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, le GIEC, d'accord, a sorti un nouveau rapport. 2018, en octobre 2018. 3 ans après celui qu'il avait préparé pour la COP24, l'accord de Paris. Raison de ce rapport. Il ne s'agissait plus pour le GIEC d'accepter une hausse de 2 degrés, mais de se limiter à 1,5 degré. Bon, pour rappel, on est entre 0,8 et 1 degré jusqu'à présent depuis la révolution industrielle. Eh bien, était-ce juste une question de curseur, comme on nous l'avait laissé entendre jusque-là, au moment de l'accord de Paris? Comme s'il fallait choisir entre 19 degrés et 20, et 19 degrés 5 et 20 degrés pour une température de chaleur pour la maison. Ben non, et quelle importance cette différence? Quelle importance cette différence? Eh bien voilà, une Fred Vargas, on comprend tout de suite. La différence est qu'au-delà de 1,5 degré, la planète tout entière changera de visage. Ça, c'est le GIEC qui le dit. Alors, en l'absence de réduction drastique des émissions CO2, jusqu'à 75% des habitants de la planète pourraient être victimes de vagues de chaleur meurtrières à l'horizon 2010. Nous pourrions atteindre 3,7 degrés. C'est l'estimation basse du GIEC. Donc, il faut savoir qu'une élévation générale de 4 degrés, cela signifie 10 degrés sur les continents.
Excusez-moi, c'est bien, donc le péril. Vous avez dit à l'horizon 2010, c'est peut-être 2100, 2100. horizon 2100. 2100, pardon, excusez-moi, 2100. Pas grave. Ça m'arrête de mon Ça arrive, ça arrive. Merci pour la rectification. Il y a pas de- Oui, 2100. Et c'est bien de péril pour l'humanité, donc il s'agit sur une terre devenue aride, asséchée et suffocante pour tous. Voilà. Soit on parlait d'extinction de masse, des espèces, et réduction drastique de la biodiversité, ça c'est le rapport de l'ONU qui a été détaillé en 2019, cette année. Vous avez suivi. Voilà. Donc 2000 et 2100 restent bien loin. Voilà. Non, la catastrophe climatique et écologique a déjà commencé. Et les cris d'alarme vont s'amplifiant. Donc au rythme actuel, la hausse de 1,5 pourrait être atteinte entre 2030 et 2052. C'est selon GIEC, toujours. Donc j'espère qu'il y a un calcul, il y a bien urgence. Donc il s'agit de faire baisser les émissions de 45% d'ici 11 ans, puis d'atteindre une émission de zéro carbone en 2050. C'est un impératif vital, dit-elle. Vital, il faut le prendre au sens propre du terme. Hein? Bon, c'est simple, non. Non, bien sûr. Mais cela aurait été plus simple si nos gouvernants n'avaient pas choisi l'inaction depuis 40 ans. Ou plutôt le choix de la croissance, de l'argent, c'est-à-dire le choix des multinationales et des grands groupes financiers. En d'autres termes, les intérêts des ultra-riches. Voilà. Donc c'est à nous, c'est elle qui parle, hein, d'agir. Les gens, c'est-à-dire les 99%, les ONG, les jeunes, la société civile. Hein. Voilà. Sommes-nous impuissants? Non. Hein. On parle de cette pétition, je sais pas, il y a une pétition, il y a des manifestations. Je rappelle que la prochaine, c'est le 21 septembre à Melun. Il y a une deuxième émission régionale, locale, qui est, puisqu'en même temps, il y aura une grande manifestation à Paris, avec dans le monde entier. Voilà. Et je reviens à Fred Vargas. Nous pouvons aussi agir de façon déterminante sur bien des plans, sur des choses primordiales, dit-elle. Alors, mais en cours, je ne voudrais pas vous assommer de chiffres qu'elle reprend, hein, et elle, malgré tout son talent, elle en est consciente. Effectivement, de reprendre beaucoup de chiffres. Bon, moi je vais me restreindre à un seul sujet parmi tous ceux qu'elle a abordés dans son livre. C'est une invitation à lire. Donc, cherchons simplement comment les choses sont reliées et comment, d'une complexité, on peut aller quand même vers des solutions simples. Voilà. Alors, on va partir des incendies. Des incendies en Amazonie, hein, c'est dans l'actualité. Un incendie pour une forêt, c'est une phase de régénération, quand c'est naturel, en tant que sécheresse naturelle, normale. Mais là, il s'agit d'une grande sécheresse, hein, qui est causée par le réchauffement climatique. Donc, et là, du coup, on a la cause et l'effet qui se conjuguent. Donc, l'effet de rétroaction. Voilà. Et à cela, il faut ajouter surtout que ces incendies sont d'origine humaine. Et motivés par quoi? Par la déforestation. Et ça, je dis, on prend une déforestation effrénée, la forêt amazonienne se réduit et perd peu à peu son rôle de puits de carbone. Entre les ailes. Pardon? J'ai presque 20 minutes. Voilà. Bon. Vous m'arrêterez si je vais trop lent. Donc entre 90 et 95, les capacités de stockage du CO2 de la forêt ont été ainsi divisées par 2. Voilà une étude qui est publiée dans Nature. Donc l'Amazonie absorbe encore 14% du CO2 mondial, mais pour combien de temps? Voilà. Et voilà, donc on revient à Fred Vargas. Et pourquoi cette déforestation? Chiffre, les chiffres, 91% des terres récupérées dans la forêt amazonienne servent au pâturage, à la production de soja et de céréales, le plus souvent transgéniques, pour nourrir le bétail. C'est donc pour l'élevage intensif, industriel, qu'on abat des arbres. Alors je suis obligé de continuer, 83% avec le lien, 80% de la surface agricole mondiale est utilisée pour l'élevage. Un tiers des céréales produites et récoltées dans le monde servent directement le bétail. On aurait pu produire de quoi produire pour nourrir la population mondiale. Hein? Vous savez, hein, qu'il faut 7 kg de céréales, 1 kg de viande, et il faut plus de 10 fois d'eau pour élever du bétail que pour faire des 7% de la céréale. Voilà.
Et on revient à la France. Le lien. Le soja, qui est produit beaucoup au Brésil, est importé en France à 97%. Pour être consommé par qui? Les animaux de nos élevages. D'accord? Parce qu'on est sur la viande. Entre 1950 et 2000, la consommation de viande a été multipliée par 5, alors que la population mondiale a seulement doublé à l'échelle mondiale. Alors regarde, le chiffre effarant pour moi, c'est aujourd'hui, il existe 28 milliards de têtes de bétail dans le monde, soit 4 animaux d'élevage pour un humain. Alors je préfère d'autres liens avec ça. Hein. Nous sommes les plus gros consommateurs de viande, c'est-à-dire les États-Unis. Qui sont les plus gros consommateurs de viande? Les États-Unis, le Brésil, l'Union européenne et la Chine. On est dedans. Nous sommes les plus gros consommateurs de viande. Et donc nous sommes aussi les plus gros pollueurs. Voilà. Vous savez hein, que l'élevage, c'est une source de pollution de l'eau, hein, par les déchets, les aliments, antibiotiques. En France, 43% des nappes souterraines dépassent la valeur guide européenne en nitrate. Presque la moitié. Voilà. La valeur guide, hein, c'est-à-dire que c'est ce qu'on tolère. Voilà. Alors si on revient au gaz à effet de serre, vous savez, l'agriculture est le principal émetteur de l'oxyde d'azote. 86,6%. Donc c'est la limite d'ozone. Deuxième gaz responsable du réchauffement climatique. 94% des émissions d'ammoniac sont produites par l'élevage et l'agriculture intensive. Et c'est un cause des pluies acides. Donc, et l'élevage de l'agriculture émet 37% du méthane. Autre gaz à effet de serre qui est 25 à 28 fois plus élevé. Et une chose que j'ai découverte, j'en parle dans son texte en 2008, c'est l'histoire du phosphore. Je ne savais absolument pas. D'accord? L'élevage et l'agriculture utilisent 90% du phosphore minéral extrait, avec des engrais ajoutés. Donc c'est une ressource vitale, non renouvelable, et je pense qu'on a fait l'histoire sur les pics de production pour toutes les matières premières. C'est 2030 pour le phosphore. Et à propos de phosphore, on peut rappeler ça dans elle le dit aussi, je le rappelle, il existe du phosphore organique, c'est celui qui était utilisé traditionnellement dans l'agriculture, hein, c'est le crottin qu'on utilisait pour faire l'engrais. Voilà. Alors, pour le GIEC, l'agriculture, l'élevage et l'agriculture est la deuxième cause du réchauffement climatique. Il y a 25%, vous voyez. Mais selon certaines sources qui agglomèrent, qui lient toutes les activités induites par l'élevage et l'agriculture, c'est le premier secteur d'émissions à effet de gaz, de GES, donc gaz à effet de serre. Voilà. C'est dur, hein. Conclusion. Ce qu'il faut faire, c'est évident pour nous, évidemment, je pense, la consommation de viande devrait être réduite drastiquement si le monde veut agir contre le réchauffement climatique. Les pays développés en particulier devront réduire de 90% la consommation de viande. Ça, on va être fait tout de suite. Bon, les solutions sont évidentes, me semble, pour elles, en tout cas, pour moi, derrière elles, changer de régime alimentaire, un régime plus végétarien, refuser les viandes transformées parce que les viandes transformées, non seulement on a toute la chaîne dont je vais vous parler, et on a aussi tous les traitements chimiques qui sont produits, qui sont conservés pour fabriquer de l'industrie, pour fabriquer des produits industriels. Peut-être qu'il faut se poser la question de faire, et en ce moment il y a une campagne sur une journée sans viande, peut-être qu'il faudrait inverser, peut-être qu'il faudrait se poser la question d'une journée de viande seulement dans la semaine. Voilà, on pourrait inverser. Voilà. Bon, évidemment, il faut peut-être poser la question des restaurations collectives, faire plus végétarienne, plus locale et de saison. Voilà. Et pour faire de la gaz, il y a l'aspect individuel, il y a aussi l'aspect au niveau de la loi, au niveau politique. D'accord? Bon, sur le phosphore, pour être récupération obligatoire, plus d'exploitation minière au profit du phosphore organique, légiférer sur les grands polluants, pesticides, herbicides et fongicides, légiférer sur l'utilisation en excès des engrais azotés, n'autoriser que les doses strictement nécessaires aux plantes. J'aime bien qu'on a la définition.
Interdire l'importation d'huile de palme et de soja. Encourager et financer l'agriculture bio. Préserver, il ne faut pas exploiter nos forêts. Peut-être même planter des forêts sur les terrains agricoles. Planter des haies, des bois, etc. Voilà. Alors, je vais en arriver là. C'est très simple. Ma conclusion, c'est très simple. Pour se prévoir gaz, il existe déjà des quantités d'actions nouvelles dans tous les domaines à entrer en fonction des droits. Merci. Merci Guy, merci pour cette présentation. On va passer tout de suite à la fin, je vous propose oui, allez-y, vous en prie. Je suis enseignant dans le 93 de vie dans le 77 et puis Saint-Georges. J'ai lu le bouquin, super intéressant, je le conseille à tout le monde, il faut le lire, c'est génial, parce qu'elle aborde plein de sujets comme ça. Je pense que les solutions au niveau individuel, c'est d'acheter bio en fait. Le bio, il y a du bio, le bio c'est cher, mais on peut essayer à force de trouver des filières, d'avoir du bio qui est de moins en moins cher. Plus on consommera bio, plus on diminuera l'agriculture conventionnelle. Et moi je pense que la solution c'est l'agroécologie. En fait elle n'en parle pas beaucoup, c'est un petit peu dommage. L'agroécologie avec installer des arbres dans les champs, parce que pour limiter le phosphore minier, en fait il suffit d'utiliser des arbres. Et les racines des arbres elles vont très profondément dans la terre, et c'est elles qui puisent le phosphore et qui le redistribuent par les feuilles mortes et qui génèrent l'humus. Ce qu'il faudrait faire, c'est remettre l'élevage dans les champs, parce qu'en fait, on a séparé l'agriculture de l'élevage, et ça, c'est un grand drame. Et il faut effectivement, en achetant bio, en fait, on ne va pas dans le sens des multinationales, Monsanto, Syngenta, Dupont, etc., etc. Et c'est scandaleux aussi que, en fait, les paysans ne puissent pas fabriquer leurs semences eux-mêmes et les vendre. Aujourd'hui, il faut savoir que le GNIS, qui est financé par le ministère de l'Agriculture, par notre gouvernement, a fait un catalogue sur les semences, et c'est seules les multinationales qui peuvent y accéder à ce catalogue. Mais quand vous regardez ce documentaire de Cache Investigation, vous voyez qu'en fait, même Limagrin, grand pionnier français de la fabrication de semences, se permet de vendre du blé qui ne fait pas partie du catalogue. Donc même les multinationales, qui devraient normalement inscrire leurs semences dans un catalogue, ne le font pas. Alors je ne vois pas pourquoi les paysans ne pourraient pas fabriquer leurs semences et les vendre. C'est ce qui se passe avec Cocopelli, avec excusez-moi, ça ne peut pas durer une heure. Merci pour votre intervention. Mais voilà. On a pensé tout à l'heure que l'information qu'on essayait de vous livrer n'était pas exhaustive. On peut changer pour des jours et des jours. Par contre, je renouvelle ma proposition de tout à l'heure, c'est qu'après ces micro-conférences, on peut se retrouver près de notre stand et échanger autant de temps que vous souhaitez. Excusez-moi pour l'intervention un peu longue. Non, les déplacements. Bonjour à tous, je vous remercie d'être à une conférence. En ce qui me concerne, ce n'est pas forcément un exercice
très à l'aise, j'ai pas beaucoup parlé en public, donc n'hésitez pas à me dire si je parle pas assez fort, j'essaierai de faire un. Est-ce que comme ça va? Oui, ok. J'avais envie de faire cet effort parce que je me sens vraiment concernée par les catastrophes climatiques et je suis persuadée que c'est en nous saisissant à différents niveaux de ce sujet qu'on a une chance de faire avancer les choses. Là, ce que je vais vous proposer comme une manière d'agir, c'est d'être le changement, c'est-à-dire de commencer par nous changer nous-mêmes, par faire évoluer nos modes de vie, pour déjà réduire les gaz à effet de serre au niveau individuel, et puis pour construire petit à petit une façon de vivre ensemble qui permette de rester en équilibre avec notre milieu naturel, dont on dépend en fait totalement pour survivre. Avec le changement, ça va consister à modifier beaucoup de nos habitudes quotidiennes. Par exemple, ça va être éviter de prendre sa voiture, manger moins de viande, réduire ses déchets. Et en fonction de notre mode de vie de départ, c'est des choses qui peuvent demander un véritable effort sur notre organisation, notre confort et la gestion de notre temps. Donc c'est pas si facile. Et par ailleurs, c'est assez facile à ne pas faire, parce qu'autour de nous, notre société commence à fonctionner globalement comme d'habitude. Et jusqu'ici, dans notre quotidien, pour la plupart d'entre nous, on ne ressent pas durement les effets du changement climatique. Donc, malgré les messages catastrophiques qu'on peut entendre, c'est relativement confortable de continuer à vivre sans trop y penser. C'est même plus rassurant, parce qu'il faut avouer que tout ça, c'est plutôt angoissant. Et quand on voit l'ampleur du problème, on peut même se demander si on a vraiment un pouvoir d'agir. On sent qu'il faudrait des décisions fortes au niveau international qui soient appliquées. Et pour le moment, c'est pas le cas. Là, c'est la COP21, ils ont décidé quelque chose, mais c'est pas appliqué. Et à côté de ça, du coup, les efforts qu'on peut s'imposer au quotidien, ça peut nous sembler vraiment dérisoire. C'est cette impression que peut-être ce que je fais sert à rien, qui est assez compliquée pour moi dans mes efforts pour changer mes comportements. Et du coup, en préparant cette conférence, j'ai cherché des chiffres qui permettent de faire une idée des impacts de nos changements individuels. Alors, juste pour avoir quelques repères sur nos émissions de gaz à effet de serre, ça c'est l'empreinte carbone moyenne d'un Français, qui est de 11 tonnes de CO2 équivalent par an. L'empreinte carbone, c'est à la fois les gaz à effet de serre qu'on émet dans nos vies tous les jours et ceux qui sont émis pour nous pour produire l'énergie qu'on consomme ou les biens qu'on achète. Et cette empreinte carbone, elle est à 11 tonnes, ça signifie que si tout le monde vivait comme nous, il faudrait 3 planètes pour assurer notre survie. Et c'est supérieur à la moyenne mondiale qui est de 7 tonnes. Et pour atteindre le niveau des accords de Paris, qui ont été fixés pour limiter le réchauffement à 2 degrés, et on vient de le voir avec Guy, c'était même pas suffisant, notre empreinte devrait être réduite à 2 tonnes de CO2 équivalent par an et par habitant. Donc il y a du travail. Et en tant qu'individu, est-ce qu'on peut parvenir à faire cette réduction ou non? Alors si on va très loin, en fait, la réponse est oui. Il y a des personnes qui choisissent de transformer leur vie en profondeur pour arriver à un impact écologique vraiment minime. Là, c'est une photo d'un lieu qui s'appelle la Maison Autonome, en Loire-Atlantique, où une famille de 6 vit depuis environ 20 ans sans raccordement à l'électricité, en étant autonome avec une éolienne et des panneaux solaires. Et c'est possible parce qu'ils consomment 10 fois moins d'électricité que la moyenne des Français. Ils se nourrissent uniquement de leur potager d'eau, utilisent uniquement l'eau de pluie pour tous leurs usages, en l'économisant au maximum, et recyclent même la majorité de leurs déchets. Et des expériences comme celle-ci, il en existe d'autres, et elles sont passionnantes parce qu'elles explorent des voies nouvelles et qu'elles montrent que c'est possible de vivre en assurant soi-même la majorité de ses besoins et avec un impact minimum sur l'environnement. En même temps, c'est sûr qu'on ne va pas tous se mettre à faire ça aujourd'hui, du jour au lendemain. Or, pour enrayer le réchauffement climatique, il va falloir que tous on réduise notre empreinte carbone de 80%. Alors, sans révolutionner nos vies et en adaptant seulement nos comportements quotidiens, est-ce qu'on a une marge d'action? En fait, oui. Et à vrai dire, elle est plus importante que ce que je croyais avant de préparer cette conférence. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire, mais là, je vais vous parler uniquement de quelques gestes qui sont ceux par lesquels on
Je peux commencer parce que c'est les plus d'impact. Pour ça, je me suis basée sur une étude qui a été réalisée en juin dernier par un cabinet qui s'appelle Carbone 4 et qui travaille sur des sujets liés à l'écologie. Et ce qui m'a le plus impressionné parmi les chiffres de cette étude, ce sont ceux qui correspondent à l'alimentation, parce qu'en fait, rien qu'à travers nos choix alimentaires, on peut réduire de 13% nos émissions de gaz à effet de serre. Le geste qui a le plus d'impact, c'est de baisser notre consommation de viande, c'est ce que Guy vient de nous expliquer, ça représente 10% de notre empreinte. Et ça a aussi un véritable impact de consommer bio, local, de saison, pour éviter les émissions liées au débordage azoté et les transports et la production sous serre chauffée, par exemple. Alors, c'est ce qu'on voit dans la dernière image en bas, c'est les serres chauffées, les tomates en hiver. Le deuxième domaine dans lequel on peut avoir le plus d'impact, mais qui là demande d'avoir une capacité aussi à investir, c'est l'habitat. Ce que vous voyez sur la photo, c'est une maison prise en caméra thermique. Il y a une énorme déperdition de chaleur au niveau du toit et des fenêtres. Et nos maisons anciennes, ici à Montréal et Orban et ailleurs, sont souvent des passoires énergétiques. Alors on peut baisser le thermostat, c'est important, et en réglant la température à 19 degrés maximum la journée et à 16 degrés la nuit, on peut déjà diminuer notre empreinte d'un peu moins de 2%. Mais ce qui a le plus d'impact, c'est de faire des travaux de rénovation thermique et de changer la chaudière pour une pompe à chaudière ou une chaudière à bois. Et là, on atteint une baisse de 13%. Au niveau des transports, la première source d'émission des de loin sont nos voitures individuelles, parce qu'on les utilise tous les jours pour nos transports quotidiens. Et une voiture, si on voyage seul dedans, émet presque autant de gaz à effet de serre par passager et par kilomètre qu'un voyage en avion. Même si l'avion reste le moyen de transport qui a le plus d'impact par voyage, parce qu'on fait beaucoup plus de kilomètres avec un voyage en avion. En tout cas, dans les deux cas, on émet plus de 250 kg de CO2 par passager pour 1000 km, alors que le train, par exemple, c'est 4 kg de CO2 par passager pour 1000 km. Donc la différence est énorme, et du coup, en évitant l'avion au profit du train, et en se déplaçant à pied ou à vélo chaque fois que c'est possible, en voiturant le reste du temps, on peut réduire encore de 10% en empreinte carbone. Au niveau de la consommation de biens et de services, on peut agir aussi. Aujourd'hui, dans notre société, on surconsomme et on jette énormément sur la qualité de l'ouvrage. C'est un couple qui s'est fait photographier avec 4 ans des emballages générés par ses propres repas. Et tous ces emballages et tous ces objets qu'on jette génèrent des gaz à effet de serre pour leur traitement en tant que déchets, et en amont, ils en ont généré pour leur fabrication. Les secteurs qui génèrent le plus d'émissions parmi les biens et services sont les vêtements et les appareils électroménagers et high-tech. Alors si, pour ces deux secteurs, au moins, on achète le moins de neuf possible et qu'on garde plus longtemps nos objets, si par ailleurs on évite nos emballages, on peut réduire encore de 5% de empreinte. Alors qu'est-ce que ça représente au total ? Alors toujours d'après la même étude, l'ensemble des gestes que je viens de citer, ça permettrait de réduire de 45% notre empreinte carbone. Ça signifie qu'avec des actions individuelles, qui sont certes impliquantes et exigeantes, mais qui ne nécessitent pas de transformer radicalement sa vie, on a presque la moitié de notre empreinte carbone entre nos mains. Ce qui est énorme, et ce qui veut dire que les efforts qu'on peut faire sont loin d'être dérisoires, parce que je pourrais avoir l'impression. Et ce qui signifie aussi que ces efforts sont même indispensables, parce qu'ils représentent la moitié du chemin à faire pour arriver à un niveau d'émission acceptable, et personne ne va le faire en express. Maintenant, est-ce que c'est suffisant? Non, 45%, c'est pas suffisant pour atteindre ne serait-ce que le niveau de l'accord de Paris, et une action politique est aussi indispensable. Et est-ce que c'est facile? Là encore, non. D'autant plus que notre société, pour le moment, n'est pas structurée pour qu'on fonctionne tous comme ça. Il y a beaucoup d'endroits, par exemple, où il n'y a pas de piste cyclable pour qu'on puisse facilement circuler en vélo. Et si on veut manger bio, local, sans emballage, on n'a pas toujours les commerces qui le proposent, et encore moins à un prix accessible. Donc si on essaie de changer seul dans son coin, c'est difficile. Je crois que en fait, c'est que ces actions individuelles ne peuvent pas rester des actions individuelles. D'abord parce que ça ne servirait à rien d'être seul à le faire. Et
décider de changer nos modes de vie quand on vit ensemble sur un territoire, par nature, c'est collectif. Parce qu'il va falloir créer des infrastructures et des services et se réorganiser pour que ces nouveaux modes de vie deviennent simples et agréables à vivre. Et sans attendre des actions politiques, en travaillant ensemble, on peut déjà construire des nouveaux modèles. Il existe beaucoup d'initiatives dans ce sens sur notre territoire. Je vais en donner quelques exemples, il y en a d'autres. Pour manger bio, local, sans emballage, à un prix accessible, il y a plusieurs AMAP. AMAP, c'est une association pour le maintien de l'agriculture paysanne. Ce sont des associations qui proposent de rassembler un certain nombre d'adhérents pour acheter collectivement une partie de sa production à un agriculteur sur l'année. Donc ça a aussi l'avantage d'assurer un revenu régulier à l'agriculteur. Ensuite, pour réduire notre consommation et nos déchets, il y a des associations Zero Waste, il y en a une à Fontainebleau-Avon, qui font un travail d'accompagnement pour changer nos habitudes, qui proposent des achats de produits en vrac, comme c'est le cas là, sur le festival qui va venir en ce moment, et qui démarchent aussi les commerçants pour les convaincre de diminuer leurs emballages. Pour acheter ou échanger des objets d'occasion, il y a des recycleries, des trocs, des friperies solidaires, des selfs qui sont des systèmes d'échange locaux non monétaires entre les habitants. Et pour prolonger la vie de nos objets, il existe des Repair Cafés, je sais qu'il y en a un à Avon et à Champagne, je crois, et à Écueil, où on peut venir avec un objet cassé pour que des bénévoles nous aident à le réparer. Alors toutes ces initiatives, elles permettent de faire beaucoup plus qu'on peut faire quand on agit seul. Elles permettent aussi de le faire d'une manière conviviale, qui crée des liens entre nous. Et ça veut dire qu'au lieu d'être une contrainte, ces changements qu'on fait, ça peut être quelque chose d'agréable et d'enrichissant. Alors la conclusion à laquelle j'arrive après avoir réfléchi à cette conférence, c'est que oui, les changements individuels sont utiles et même indispensables. Et pour qu'ils aient véritablement un sens, ils ne peuvent pas rester isolés, ils ont besoin de devenir collectifs. Et c'est aussi une des raisons d'être de notre collectif qui organisons ces conférences, l'affaire du siècle ici. C'est qu'on croit que si toutes ces initiatives locales qui existent déjà se rapprochent les unes des autres, pour travailler en commun, on peut vraiment faire une différence. Et on peut commencer à construire ici le monde dans lequel on a envie de vivre demain. Et je me dis que c'est même peut-être à partir de ça qu'on pourra au bout du compte obtenir des avancées politiques, parce qu'on créera les conditions pour que les décisions puissent être prises en étant soutenues par une véritable dynamique. Et ça, c'est une autre histoire. Et Laure vous en parlera dans la prochaine conférence. Pour le moment, je peux répondre à vos questions si vous en avez. Je voudrais juste donner une précision, Gaël, parce que pour la MAP, tout à l'heure, monsieur disait que c'était un peu plus cher le bio. Ça fait 10 ans, on va fêter, en fait 11 ans, mais en fait nous 10 ans cette année, dans peu de temps. Et la MAP devenue suit les prix depuis 10 ans sur les supermarchés du coin, sur les produits, et on peut vous dire qu'en réalité, on est en dessous des prix, alors déjà bio des supermarchés, mais on est sur des prix tout à fait compétitifs dans les AMAP sur les produits qu'on trouve dans les supermarchés et qui ne sont pas bio. Je dirais, moi, sur les légumes en supermarché, il n'y a aucune traçabilité. Je vois pas de traçabilité. Voilà, j'achète les légumes en supermarché, il n'y a pas de traçabilité. On achète n'importe quoi. L'Afrique du Sud, très souvent de très très loin. Oui, oui, si, sur le bio en supermarché, par exemple, j'ai vu des oranges Afrique du Sud. Donc, c'est l'Afrique du Sud. Alors, je ne sais pas, maintenant il y a la traçabilité. Mais sur le vrac, légumes et autres, il n'y a pas de traçabilité. Le jambon nitrique. Le jambon nitrique, moi, il n'y a rien qui m'indique que c'est du sang nitrique. Il n'y a pas de traçabilité de marché sur la côté du jambon. On me dit c'est du sang nitrique, mais il y a encore 11. Alors que le porc, lui, il est gris. Oui, il y a des choses comme ça, mais c'est incroyable, quoi. Ça bouge pas, c'est des petits pas. Oui, je suis d'accord avec vous. Par contre, pour la viande, il y a deux sortes de viande. Il y a la viande industrielle et la viande des pâturages, où là, il faut être la préserver et ça préservera le territoire. Ce sont aussi, peuvent être fournis par les AMAP, par les producteurs. Absolument. Et pas tout. Absolument. Sur le marché à Champagne,
et il y a un charcutier traiteur qui fait une remise de 5% pour les personnes qui viennent avec leur emballage. D'accord. L'initiative à C'est assez rare. Souvent sur les marchés, les gens ils n'aiment pas trop les emballages parce que les gens c'est une bonne information. Oui, un commentaire. Je suis arrivé peut-être un peu en retard, mais je voulais repartir de la fin de votre présentation qui présente les différentes activités locales. Effectivement, partir d'individus pour après se regrouper, pour ensuite. Quel moyen j'ai de retrouver toutes ces initiatives locales? Vous avez peut-être dit non, je ne l'ai pas dit, et c'est une très bonne question. En fait, on a l'intention, le collectif La Diversité Inclusive, de mettre en ligne sur notre site une liste d'initiatives locales. C'est pas le cas encore. Mais oui, effectivement, c'est important de pouvoir les retrouver. Et c'est ce oui, qu'on parce que le forum est une opportunité. Bon, après, il y en a aussi qui sont là. Voilà, mais on n'a pas il n'y a pas l'ensemble. Donc, oui, on voudrait faire un inventaire et vraiment pouvoir lister tout ça. L'association Zéro Ouest avec qui on travaille sur aujourd'hui relie aussi sur son site les producteurs locaux, les initiatives, etc., qui permettent de se joindre à des actions. Oui. Voilà. On a vraiment, et puis c'est vrai qu'on a vraiment envie de pouvoir tracer sur les sites. On a fait un travail là récemment assez important pour mettre en place quelque chose qui tienne la route et pour essayer de tracer par la suite toutes ces initiatives de manière très concrète pour qu'en fait ce que vous cherchez, vous puissiez facilement y accéder et puis que vous ayez vraiment aussi l'information sur les lieux, les endroits, les manières de rassembler les gens autour de ces sujets-là, mais voilà, de manière très pragmatique et très concrète. Parce que comme vous le disiez bien, ça part d'une démarche individuelle, n'est pas toujours facile, mais ensemble c'est toujours plus facile. Et après, ce sera peut-être la conférence d'après. Comment on peut agir sur le collectif, c'est-à-dire comment on peut faire pression par exemple sur les supermarchés du coin. Et on le fera tous ensemble. C'est un des objets de la prochaine conférence. Voilà, c'est pour ça que je crois avoir compris ça. Un petit détail en passant, pour préciser, pour répondre à votre question, sur le site du collectif, de notre collectif, il y a une carte interactive qui s'appelle Près de chez vous. Donc vous allez trouver à travers le site, la terre du siècle ici.org, la carte interactive qui permet déjà de localiser tout un tas d'actions sur notre territoire. Oui, c'est vrai qu'on voudrait en rajouter, mais là on est déjà en lien avec une carte qui existe au niveau national et sur laquelle on a renseigné des choses aussi. Qui déjà donne un certain nombre d'initiatives locales qui sont positionnées sur la table. Est-ce qu'il y a une autre question ou est-ce qu'on passe à la prochaine conférence? Et pour le timing. Merci Gaël, merci pour ta présentation, merci pour les questions. Maintenant, on va faire notre dernière présentation par Laure, avec un vaste sujet, embarquons nos institutions pour que les choix politiques soient à la hauteur des enjeux. Un vaste programme. Merci. Oui, vous avez tout. Alors, plusieurs rencontres, je vais faire, c'est intéressant. Oui. Comme beaucoup d'entre vous, je suis restée longtemps dans le pays du fil. Si je n'étais pas sur contrôlatrice, j'avais l'impression que le mur, il était très long. Toujours, j'avais dit que jusqu'au jour où j'ai réalisé que le mur était long. Moi, je suis contemporaine de hasard. Donc là, je me suis dit, j'ai pas le choix. Sur le bout, créer une lien assurance. Le leitmotiv, je crois que ça accorde, même si ce ne sont pas des gens très actifs, ils sont libres de ça. Et entre autres, on sait que il y a beaucoup d'individus, il faut réfléchir individuellement à une façon d'agir, comment on peut agir. Mais c'est clair qu'au bout d'un moment, c'est bel et bien une institution au niveau local, il faut que la politique suive. Voilà. Je n'ai pas la solution. Ce que je vais vous présenter, c'est plutôt, en de mes recherches, j'ai cherché à savoir quel était leur statut déjà de nos institutions, et j'ai l'occasion de tomber sur certains rapports qui étaient très intéressants. D'abord, en premier, évidemment, on appelle à accélérer la transition. Donc, à tous
engagement et permis du monde entier à la COP 21 sont dramatiquement insuffisants. Ils nous conduisent comme ça vers une catastrophe planétaire dans les décennies qui viennent et reste d'ores et déjà l'explication des plus vulnérables. Tout n'est pas perdu. Selon le dernier interview, 50 de cette année, 50 à 70% des mobilisations se situent au niveau local. Ainsi, chaque élu local, chaque citoyenne peut s'emparer de ce problème, apporter des solutions efficaces, réplicables, faciles à mettre en œuvre au niveau de son territoire. De nombreuses solutions existent, on les connaît, mais elles doivent être mises en œuvre le plus rapidement possible et par le plus grand nombre. On revient évidemment sur tout ce qui est repas bio, végétarien, les cantines, les économies d'énergie, l'approvisionnement d'énergie renouvelable, la relocalisation de l'économie, des monnaies locales, l'économie circulaire, etc. Bref, des choses dont vous avez sûrement beaucoup entendu parler. Un constat. Je suis tombé, un peu par hasard, j'ai parlé d'un rapport fait par une délégation du Sénat, la délégation de la prospective. Et c'est un rapport très intéressant, je vous dis, alors je dis tout le monde, allez le voir. Je vais vous faire 150 pages, très lisible, très abordable. Et en plus, il est très concret, c'est vraiment les métiers qui se posent la question, voilà. Et le titre de ce rapport, c'est « Adapter la France au dérèglement climatique à l'horizon 2050, urgence déclarée ». Et là, ce sont les sénateurs qui disent. Voilà. Et en préambule, donc ça date de c'est du 16 mai que ça a été présenté, ce rapport. Et le rapporteur a dit, en préambule, je souhaiterais insister sur le fait que ce rapport vise à faire prendre conscience à tous les acteurs de terrain, qu'ils soient politiques, économiques, mais également à nos concitoyens, de la nécessité de prendre des mesures d'adaptation face au changement climatique. Et là, il s'est concentré vraiment, ce rapport se concentre vraiment sur la France, à l'heure actuelle, où on en est, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on ne fait pas, qu'est-ce qu'il faut faire. Le réchauffement climatique et ses stigmates sont déjà là. Les températures moyennes en augmentation dans toutes les régions de France, les vagues de chaleur plus fréquentes et plus fortes, les niveaux de la mer qui s'élèvent, avec le risque de submersion dans certaines zones littorales, sans compter l'érosion, les régimes des précipitations qui sont modifiés et qui perturbent les cultures, la fonte des glaciers, la neige moins abondante, moins d'eau dans le cours d'eau, je ne sais pas si vous le savez. L'évapotranspiration accrue, accentuant la pression sur les ressources hydriques. Ça veut dire que c'est, vous savez, quand on parlait, on a un problème en termes de ressources hydriques. On a en été le cours d'eau, certains ont un débit qui descend en moyenne de 30 à 40%, quand certains ne sont pas très assez. Alors qu'on a déjà vu. Et ça affecte aussi bien les activités agricoles, touristiques, que la biodiversité, les milieux aquatiques, enfin bref, ça touche tout le monde. Tout le monde est concerné. Or, ces premiers stigmates ne sont que les prémices de bouleversement de plus grande ampleur. La France doit donc se préparer à absorber un choc climatique inévitable. Ce rapport du Sénat dresse l'état des lieux, des bouleversements climatiques et de leur impact, et formule des propositions pour amplifier l'effort d'adaptation de la France face aux défis sanitaires, économiques, écologiques que pose ce changement climatique. Donc, toujours selon ce rapport du Sénat, il détaille certains enjeux majeurs que vous connaissez tous, mais il les reprend bien détaillés. L'accompagnement des territoires particulièrement exposés, les territoires d'outre-mer, on ne peut pas citer nos îles ravagées par des séquelles de plus en plus forts, les littoraux face à l'érosion, les risques de submersion, les montagnes, les pôles d'engagement, adapter évidemment le bâti et l'urbanisme au climat de demain. Comment construire ou aménager en zone inondable? Il y a des solutions sur le climat certaines communes qui sont très intéressantes. Construire et aménager pour faire face aux vagues de chaleur, etc. Mettre en place des politiques de gestion de l'eau adaptées au changement climatique. Réduire les tensions sur les ressources hydriques. Et même une idée très intéressante, qui fait un rapport, entre autres, de revenir, on se rend compte que finalement, dans notre territoire, on aurait peut-être suffisamment d'eau, mais c'est mal réparti. Revenir à la répartition, on faire des canuts, enfin bref, des solutions. Évidemment, soutenir la transformation du secteur agricole. Appuyer la transformation agricole avec les connaissances actuelles, adapter le système agricole
la mutation vers l'agroécologie, la recomposition de la carte des fonds de culture, accompagner l'agriculture face à la transition climatique, oser poser la question de la mobilisation de la ressource en eau pour l'agriculture. Et tout ça, c'est dans ce rapport du Sénat. Et pour en venir après un constat à ce qui se passe et ce qu'on peut faire, toujours selon ce rapport du Sénat, on se rend compte que le volet adaptation était un parent-pauvre des politiques locales. C'est souvent un volet atténuation pour faire en sorte que sur les moyens de transport, sur la transition énergétique, sur la limitation des gaz à effet de serre, génère des gaz à effet de serre, etc. Aujourd'hui, la prise en main par les communautés, la communauté, des questions liées au changement climatique démarre à peine. Certaines communautés sont pionnières, mais elles restent peu nombreuses. Parmi les entrées investies par les communautés métropoles, les enjeux liés à l'eau, les enjeux liés au développement économique, l'aménagement, la nature en ville sont très importants. On se rend compte que les intercommunalités ont un grand rôle à jouer en matière d'alimentation, et elles ont des compétences légales. La loi donne aux intercommunalités un rôle central en matière de définition et de mise en œuvre des politiques opérationnelles d'adaptation. Le plan climat-énergie territorial, qu'on s'en met en place ici, le PCAET, désormais obligatoire, dont doivent découler les nouvelles orientations et les règles opérationnelles des documents intercommunaux de planification, le PLU, le plan local d'urbanisme, le PDU, le plan de développement d'urbanisme, le PLH, le ainsi de suite. Le niveau communal est l'échelon qui a vocation à jouer un rôle croissant. Il faut savoir que le maire est en charge de l'information des habitants de sa commune sur les risques climatiques susceptibles de toucher son territoire et la gestion de crise vis-à-vis de sa population. Et en raison de sa proximité avec sa district, l'échelon communal est un échelon qui a vocation à jouer croissant dans le domaine de la cohésion sociale et de l'assistance aux ménages les plus vulnérables devant le dérèglement climatique. Donc vous voyez, c'est pas. On se rend compte à plusieurs niveaux, ils sont conscients, le politique est conscient. Maintenant, on se rend compte aussi, ils disent qu'ils se rendent compte qu'au niveau de l'État, il faut beaucoup plus de travail en transverse. Le fait qu'une décision économique impacte l'agriculture, que l'agriculture fait une décision qui ne va pas être économique, ils ont du boulot. Mais que nous, vraiment, en tant que citoyens, on peut prendre les choses en main, et il y en a vraiment pour pouvoir pour faire changer les choses. Parce qu'on sait très bien que le politique, en général, ils sont frileux, mais quand la population a basculé, les décisions politiques, souvent, ils légifèrent une fois que la population est convaincue. En général, on ne peut pas aller vers sauf cas particulier. Et puis, juste pour venir une petite anecdote, il y a des fois des gens qui disent ah oui, on va pas nous empêcher de faire ci, faire ça, mais bon, quand l'État a légiféré sur la limitation de vitesse, sur l'interdiction du tabac dans les restaurants et tout, on s'y est fait, on a survécu, et c'était pour notre santé. Le fait que l'État puisse prendre certaines décisions qui ne sont peut-être pas super, on aura l'impression qu'on perd en liberté, mais c'est aussi malgré tout peut-être pour notre bien-être, au final, et le tout. Et on arrive, on va dire, à l'échéance qui nous intéresse, les municipales de 2020. Voilà, il faut dire que c'est une année charnière. Parce qu'il s'agit du dernier mandat pour le climat. Les maires qui vont être élus en 2020 auront jusqu'en 2026 pour essayer de mettre en place des choses, sachant que la date limite de l'hiver de l'EDEC est 2030. Donc on peut dire que les prochains maires, les prochains élus auront du boulot. Et puis, les municipales, ça constitue une opportunité. Parce qu'en période électorale, les candidats sont particulièrement attentifs aux attentes des citoyens. Et c'est une nécessité d'agir, de les faire agir. Faire sortir de la politique publique d'un espace fermé entre élus techniciens, se faire reconnaître par la collectivité comme représentant de la société civile, et c'est un des rôles en pratique le plus local de l'avoir, gagner en légitimité, en représentativité, et devenir incontournable pour la construction des politiques publiques. Donc c'est aussi un point qu'on peut avoir en disant, voilà, on est nombreux, on peut faire bouger les choses, on n'est pas juste un citoyen qui va attendre que quelques élus, une poignée, quelques dizaines décident pour nous, on participe. Non seulement on veut faire bouger nos idées, on veut participer aux choix, aux décisions. Voilà. Sur ce sujet, on peut dire que le municipal 2020, on n'est pas les seuls à y penser, il y a un paquet d'organisations qui sont penchées dessus.
ne cite pas tous les ça, c'est des associations, des ONG, je pense que c'est les meilleurs, qui se sont dit, voilà, les municipales 2020 en France, en tout cas, c'est une période, c'est le moment. Donc, c'est ce qu'on appelle le projet alternatif territorial. Il y a aussi un collectif qui s'appelle Transition citoyenne, qui a beaucoup travaillé sur ce qu'il appelle le pacte de la transition, dans lequel il détaille beaucoup on va dire, de mesures qu'on peut mettre en place, et comment, et pourquoi, et les freins, ou pas freins, des exemples. Évidemment, les mesures à mettre en place, proposées dans ces différents rapports, parce que je vais elles touchent plusieurs domaines. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails forcément de tout ce qui touche à l'agriculture et biodiversité, avec développer les filières paysannes, préserver le foncier agricole, empêcher le bon sens, l'artificialisation des sols, sur les sols agricoles, qui non seulement nous fait perdre la surface agricole, mais accentuer l'évapotranspiration, voilà, l'alimentation logiquement incarnée, évidemment, protéger la ressource en eau, toute une liste de mesures. Les énergies, évidemment, qui concernent la rénovation, l'habitat, la consommation d'énergie des bâtiments publics, ça sont nos moyens. Pourquoi puis aussi nos rues, pourquoi allumer la nuit? D'ailleurs, les supporters pour emprunter, en plus, ça perturbe notre local. L'habitat, bon bref, je passe trop vite sur tout un détail. L'économie, et dernier aussi le fait de recentrer certains typiquement d'avoir une politique ambitieuse à chaque fois. Quand une municipalité fait des appels d'offres pour des travaux, qu'il y ait vraiment un projet ambitieux en termes de respect pour un certain nombre de choses, pour favoriser la diversité, l'usage des matériaux, je passe à l'énergie. Parce qu'on sait que le BTP en général attend toujours le minimum et attend vraiment des mesures à la limite qui les auront pour dire ok, c'est ça la nouvelle norme, on va la faire. Mais rien n'empêche une municipalité d'être ambitieuse et d'exiger certaines choses. La mobilité, évidemment, vaste sujet, puisque la voiture est un peu problème, si on n'a pas de moyens de pouvoir changer d'une façon de bouger, c'est faciliter la mobilité, le covoiturage, les transports en commun. Vaste sujet aussi sur notre territoire. Au niveau social aussi, au niveau démocratie, citoyenneté. Comment faire renforcer les dispositifs de participation, d'initiative citoyenne, de co-construction avec la commune et de ses groupements. Je ne vais pas passer les détails, mais il y a quoi faire. Alors, comment agir, nous, là? Alors, déjà, informer, sensibiliser ses concitoyens, les maires, faire en sorte que les gens qui nous se sont concernés par ce qui se passe sur leur territoire. Ce qui se passe, ce qu'il faut faire. Je pense qu'il est bon qu'on fasse le tour de toutes les communes, et de gens de la santé, à votre avis, qu'est-ce que c'est important? Si vous devez changer justement certains de vos comportements individuels, quels sont vos freins? Demander les informations sur la gestion de la communication, c'est assez bas. On a des informations sur les budgets SFM, pourquoi, comment, quelles décisions ont été prises, est-ce que c'est pertinent? Honnêtement, moi j'ai jamais vu. Exprimer ses revendications, interpeller les élus. On peut très bien écrire à son maire, à son député, à son député. Dans le but aussi de se mettre en collectif mouvement, d'arriver à être reconnu, plus légitime, tout ça. Rassembler, mobiliser ses concitoyens aussi, de façon concrète sur le territoire. Des choses à faire, il y a des revendications, des choses que l'on peut voir faire ou pas faire. Évidemment, à l'élection municipale, il va falloir demander à tous les candidats aux élections de se positionner sur tous ces enjeux climatiques et la préservation de la biodiversité. Et évidemment, après, suivre les engagements que ces élus ont pu nous donner et continuer à être force de proposition tout au long de leur mandat. Bref, il ne faut pas lâcher l'affaire. C'est l'affaire du siècle. C'est notre affaire ici. Voilà. Donc, je reviens au leitmotiv, agir ensemble, rejoindre au collectif d'affaires du siècle ici. Il y a un autre aussi que je trouve très intéressant, qui est la master, et justement des sénateurs qui sont très ensemble, qui s'appelle aussi tout ce qui est alimentaire, le fait de réorganiser vraiment les productions agricoles au niveau territorial, qui s'appelle résilience alimentaire et sécurité nationale. Par exemple, ici, une problématique qu'on a, c'est 97% des choses qui sont produites sur un territoire sont exportées. Et inversement, 97% des choses consommées sur le territoire sont importées. Donc il est important de se réapproprier aussi le foncier et
garder, c'est-à-dire une cohérence locale en termes de production alimentaire. Parce que si jamais il y a des cultures qui faire confronter ce aux citoyens, on peut carrément des sénateurs, c'est très intéressant. Parce que tout un questionnaire qui a été envoyé à des gens publics morts, ils disent qu'il faut vraiment que les gens se rapproprient le fait qu'il y a tellement l'habitude d'avoir tout, ça se pense sur le marché du point, que si tu veux un appui d'approvisionnement pour en brûler, inondation, blocage des gilets jaunes, j'en sais, les rayons sont vides. Alors que là, il y avait une production locale qui pouvait se déplacer facilement, il y avait des pour moi, en tout cas, il y avait des produits pour trouver. C'est juste une petite aparté pour ce qui est de l'organisation de l'alimentation. Simplement, pour Paris et la Petite Couronne, c'est 3 jours de vivres essentiels disponibles. Paris et la Petite Ceinture. Oui, à 2 ou 3 jours de stock. 3 jours maximum disponibles. Voilà, c'est tout. Nous, on essaiera de se sortir de la CRDC. Merci beaucoup, Laurent, pour cette présentation. Ici, il y a quelques questions relatives à la compétence. Si quelqu'un veut poser quelques questions, on prend un petit peu de temps. Les médias aussi, pour qu'il y ait une assiste plus fort, c'est trop parce que sinon ça va nous étouffer, mais ça peut-être bien aussi. Au niveau national, hein, au prime time et tout. On n'a pas accès. Nous, ici, on n'a pas accès au prime time national. Il faudrait faire quelque chose d'extraordinaire. Mais la presse locale, déjà la presse locale. Non, c'était comme c'est à la suite de la question que j'ai posée tout à l'heure. En fait, moi je viens du monde industriel et on a des objectifs très pragmatiques et très concrets, et notamment dans le développement durable, on se met des objectifs. Et ce que je crois comprendre de votre intervention, c'est que le citoyen collectivement, aujourd'hui sur la zone qui est la nôtre, n'a pas cet objectif mesurable qui permettrait d'avoir des actions concrètes, partagées comme nous tous, avec une action collective. Peut-être je partage tout à fait ce que vous dites, c'est-à-dire que la manière, une des réflexions qu'on avait aussi, c'est de se dire à un moment donné, je pense plus ou moins tous sensibilisés à ça, donc on a tous envie d'avancer, et en même temps, si on doit aller concrètement en disant qu'est-ce qu'on attend pour le territoire, qu'est-ce qu'on veut faire, quand est-ce qu'on y est, quand est-ce qu'on a réussi ce qu'on voulait faire en fait, hein, on serait incapable de le formuler. Donc notre boulot à nous, c'est de se dire, si on veut vraiment avancer, il faut qu'on soit concret, il faut qu'on soit très clair. Pas qu'on soit dans l'approximation, dans l'invective, dans les grandes idéologies. Il faut qu'on soit concret en disant ce qu'on veut pour les territoires, c'est d'arriver à tel point d'arrivée. Et là, quand on y sera, on considérera qu'on a réussi notre pari. Et donc, ça veut dire aussi une exigence sur nous pour qu'on arrive à formuler tout ça. Ça veut dire qu'il faut qu'on regarde concrètement quelles sont les difficultés qu'on aura à surmonter, pas juste faire comme si tout va se dérouler tout seul, parce que si ça ne se fait pas aujourd'hui, c'est que c'est pas évident. Ce que disait Laure à juste titre sur les systèmes alimentaires, le fait qu'on a que 3% de ce qu'on produit qui reste ici et réciproquement, c'est parce qu'on a aussi des systèmes organisés, industriels, économiques et tout ça, qui n'ont pas un intérêt immédiat à ce que ça change. C'est très complexe. Donc en fait, il faut qu'on soit à la fois très concret dans ce qu'on veut produire et dans le chemin qui nous permettra d'aller vers ça, avec toutes les difficultés qui sont sous-jacentes et qui peuvent être levées seulement si on les identifie clairement. Donc, passer peut-être aussi d'une logique qu'on a été pendant longtemps dans des politiques plutôt de moyens, en se disant, bon, voilà, c'est 5% du budget qu'on met là-dessus, pas plus, parce que le reste, c'est les trottoirs, c'est la voirie. Peut-être que là, il faut qu'on change de cap en se disant, notre objectif, c'est d'aller vers tel résultat final, c'est ce qu'on veut obtenir, et si on doit changer nos budgets, soumettons-le à une discussion collégiale, impliquant les citoyens, impliquant tout le monde, et acceptons d'aller, ou de cheminer en tout cas vers tel ou tel résultat. Juste une petite remarque, les objectifs c'est bien bon, mais ce ne sont pas des objectifs de temps aussi, de délai. On voit bien que c'est 2030. Si on va à tel endroit, mais on y va en un an. Alors la question subsidiaire, c'est à partir de là, une question que je me pose, c'est est-ce que le système démocratique que nous avons nous actuellement convient-il aux résultats qu'on veut obtenir? Actuellement, on voit qu'en fait, dans le milieu de la finance, il y a de plus en plus de fonds d'investissement qui se font dans les entreprises éthiques et durables. C'est une croissance à 2 chiffres. C'est incroyable ce qui se passe en ce moment. Et si ça continue, s'il y a un emballement comme c'est le cas,
ça peut prendre une ampleur incroyable. Et voilà, je suis bien placé pour le savoir. On travaille aussi dans le milieu de la finance, sur les banques. Il n'y a pas que des choses, comment dire, éthiquement contestables. Il y a vraiment des choses qui sont très très bien. Ils sont complètement mathématiques aussi de leur côté. Après, on peut même pas aimer, mais c'est de se dire, on veut faire du chiffre, d'accord, mais qu'est-ce qu'il y a de risque, qu'est-ce qu'il n'y a pas de risque. Et plus ça va, plus c'est ok, on a suivi la tendance, on va essayer de faire en sorte d'être dessus. Et finalement, on a besoin de financement si t'intéresse si une entreprise bio est viable et pérenne en tant que qui fait de l'agroécologie intensive, enfin de l'écologie intensive, enfin de l'agriculture intensive. Alors, le ventoux, c'est pas bon, ça se passe que les gens ont les niveau, qu'un jour il y a plus d'étoiles pour les tankers pour nous amener, ça veut dire que ça change la alors les gens simplement. Oui, je voudrais aussi simplement, parce que ça va avec les investissements, effectivement, qu'est-ce qui va rapporter de l'argent. On soit aussi extrêmement attentif sur la charte bio, parce que nous, on entend aussi une démarche éthique de nos producteurs, ce qui n'est pas dans la charte française. Il y a simplement l'interdiction d'utiliser certains types de pesticides, et puis aussi les modes de production. Il faut savoir quand même que le bio et l'agroforesterie vont vers des techniques extrêmement gourmandes en énergie. Ils commencent à parler de produire hors sol, donc il y a des tomates bio tout le temps. C'est plus l'agroécologie. Non, mais d'accord, mais il faut qu'on fasse attention parce qu'on va nous vendre ça comme bio. Après, il y a de la récupération, il y a des amalgames qui sont faits, mais sinon l'agroécologie en soi, c'est la grande solution pour justement. Vous connaissez le 4 pour 1000 qui avait été initié par le ministre Le Foll, Stéphane Le Foll. C'est excellent, c'est-à-dire faire des couverts végétaux pour limiter justement l'évaporation de l'eau dans les champs et stocker le carbone dans la terre. Parce que qu'est-ce qui se passe dans l'industriel, c'est qu'avec le système de monoculture, il y a beaucoup de carbone qui s'évapore dans l'atmosphère. L'agroécologie, c'est une des solutions pour limiter l'impact carbone dans l'atmosphère. Voilà. Mais il faut que ça soit fait correctement, c'est toujours pareil. Si c'est pas de la vraie agroécologie, bah voilà. Le problématique, c'est qu'on se rend compte évidemment que les agriculteurs fonctionnaires, ils ne sont pas du tout autonomes, ils sont les esclaves du système. Juste pour répondre à la question de M. Lamarck, sur le système démocratique, ce n'est pas le système démocratique qui est en cause, c'est le système de représentation qui est en cause. Oui. Et c'est la participation citoyenne, là on l'a bien soulevé. Ce qui est en cause, ce n'est pas la démocratie, c'est la façon dont aujourd'hui on organise la représentativité. C'est ça qui est en cause. Et c'est justement ce qu'au collectif on souhaite mettre en avant. Une des idées, c'est aussi par exemple Bon, excusez-moi, la salle doit être libérée, je suis désolé. On vous propose de continuer ces échanges si vous voulez bien près de notre stand. Le stand il est au fond des dispositifs, en place pour figurer. Et c'est toute l'affaire du siècle. Merci à tous d'être venus. Dans 10 minutes, la prochaine conférence sera bon, on va aller voir la bière, t'as pas encore une bière? Alors, on va aller voir la bière. Tu vas la voir où la bière? C'est bio. C'est un peu de la bière bio. Ça. La Blue. La Blue. La Fontainebleau. La Pachamama. Bon, tu filmes encore? Ouais, que je filme les derniers instants. Ah bon, là. Mais pas bon. On va cacher la pellicule.